Donc le prochain orateur, on a changé un petit peu l'ordre pour des raisons d'organisation du service. Donc le prochain orateur sera le médecin-chef Stéphane Bonnet, chef du service de chirurgie cérébrale de Percy, qui va nous parler de 10 ans d'activité des antennes chirurgicales françaises en Côte d'Ivoire, bilan d'activité chirurgicale et réflexion sur l'aide médicale à la population. Mon général, messieurs les professeurs, chers collègues et amis, je vais donc vous présenter aujourd'hui un travail qui nous tient à cœur, qui concerne essentiellement notre travail quand on est déployé en mission extérieure. Et je propose de vous présenter 10 ans d'activité des antennes chirurgicales françaises en Côte d'Ivoire, l'opération Licorne, faire un petit peu le bilan et le point sur la chirurgie qui a été faite et notamment sur l'aide médicale aux populations. Donc, tout a commencé en septembre 2002 avec la tentative de coup d'État des forces ivoiriennes qui a fait qu'en réponse à la demande d'aide militaire par le gouvernement ivoirien, la France a déployé la force Licorne selon les accords de défense franco-ivoiriens qui datent d'avril 61. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les missions de cette force Licorne ont été d'abord d'assurer la sécurité des ressortissants français, mais aussi également de porter soutien à une opération qui a été déclenchée parallèlement par l'ONU dès 2003, qui était l'opération ONUCI de l'ONU pour la Côte d'Ivoire. Les antennes chirurgicales ont donc été déployées. Ces antennes chirurgicales sont des rôles de OTAN, qu'on appelle les ACA, donc pour assurer un soutien chirurgical et de réanimation, bien entendu, aux forces militaires françaises qui étaient sur place. Elles ont été déployées de façon discontinue sur le territoire ivoirien, avec du nord au sud à Korogo, puis dans la région des lacs, à Bouaké, Tomboucro, Yamoussoukro, et enfin dans la capitale à Abidjan. Mais en plus d'assurer le soutien chirurgical et de réanimation aux forces françaises, vous avez vu qu'on parle d'une période de 10 ans, il y a également un soutien sanitaire qui a été apporté aux populations locales ivoiriennes dans le cadre de cette aide médicale aux populations. Le but de l'étude que je vous présente actuellement était d'évaluer sur cette période de 10 ans, sur un versant quantitatif, mais également sur un versant qualitatif, quelle a été finalement l'activité chirurgicale, pour identifier l'ensemble des pathologies qui ont été rencontrées et traitées, pour en faire une analyse un petit peu et les confronter aux moyens qu'on avait en personnel, aux moyens humains, et aux moyens matériels qui étaient disponibles dans le pays. Et enfin, en dernier point, pour essayer d'apporter quelques éléments de réflexion sur la façon dont a été dispensée l'aide médicale à la population en situation isolée en Afrique. Un petit mot de rappel sur le contexte politico-militaire qui me semble important de comprendre pour comprendre un petit peu quelle a été notre position et notre démarche. Donc faisant suite à ce coup d'État en septembre 2002, l'opération Licorne est déclenchée pour les ressortissants, pour contrôler ces feux, et également pour apporter un soutien à la CEDEAO, qui est le comité économique des États d'Afrique de l'Ouest. En janvier 2003, un cessez-le-feu a lieu, entre guillemets, entre différentes forces. Et je vous ai mis cette carte pour vous montrer un petit peu toutes les forces en présence. Il y a tout d'abord les forces gouvernementales, qui sont les forces du président de l'époque, Laurent Gbagbo, les forces du Nord, les mouvements patriotiques, les mouvements patriotiques de l'Ouest, les mouvements pour la jeunesse. Vous voyez qu'il y a plein de forces différentes, avec des mouvements de population. C'était assez difficile de trier un petit peu quels étaient les alliés de ceux qui n'étaient pas. Pour tout ça, pour aboutir dès janvier 2003 aux accords de Linas Marcoussis, près d'ici, pour
mettre en place un gouvernement de réconciliation nationale. Ce gouvernement de réconciliation nationale n'a pas eu l'effet escompté, puisque depuis 2004, après 2004, on a eu une véritable explosion de cette guerre civile, avec une violation constante des droits de l'homme, l'ONUCI qui est montée en puissance, avec plus de 6500 hommes au maximum de leur collaboration, et également des exactions anti-françaises, dont à Bouaké en 2004, l'aviation ivoirienne avait tué 9 soldats français. Je passe sur cette période de 2004 à 2010 qui a été vraiment troublée pour arriver aux élections présidentielles remportées par Alassane Ouattara en 2010, ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny. Et depuis l'été 2011, on a assisté à une normalisation de la situation dans le pays. Je vous rappelle qu'un pays riche, le plus grand port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest, premier exportateur de bananes, un pays qui est riche, et un désengagement progressif de la force licorne, avec actuellement moins de 1000 hommes basés sur le camp de Port-Bouët dans la ville d'Abidjan. L'aide médicale à la population, dans tout ça, comment nous l'avons réalisée? Eh bien, cette aide médicale à la population, elle répond à une doctrine d'emploi qui a été dictée par le service de santé des armées en 2009. Et l'aide médicale apportée aux populations, on la conçoit comme ça, elle désigne l'ensemble des activités qui vont être conduites par le personnel du service de santé, en complément de la CIMIC, c'est les forces de coopération civilo-militaires, pour améliorer l'environnement médical des populations civiles où opère cette force. Sur le plan juridique, eh bien, le service de santé des armées, les chirurgiens qui travaillent dans le service de santé des armées, ils ont, selon un décret qui a été établi, compétence pour dispenser des soins aux personnes qui ne relèvent pas directement de la force armée, et il peut être chargé de missions spécifiques, dont l'aide médicale à la population. Et ce qui est important pour la réflexion sur cette aide médicale à la population, c'est que le chirurgien des armées, il va être pénalement responsable de ses actes lorsqu'il exerce dans le cadre de l'aide médicale à la population, ce qui veut dire qu'il faut exercer dans le cadre de la déontologie telle qu'on nous l'a appris et des bonnes pratiques cette aide médicale à la population. Alors on a donc étudié sur une période de 10 ans, de septembre 2002, du début, jusqu'à août 2012, en analysant les comptes rendus opératoires que l'on archive de façon prospective, je vais dire, dans un fichier où on enregistre tous les comptes rendus opératoires qui sont faits par le chirurgien viscéraliste et le chirurgien orthopédique, qui nous permet d'avoir une database pour essayer un petit peu de travailler et d'analyser. Les conditions de travail sur Abidjan, là je vous montre sur Abidjan maintenant, sont une antenne chirurgicale qui est en dur, avec ici un secteur d'hospitalisation, ici un secteur d'induction d'anesthésie pour ici une salle opératoire qui, vous voyez, est bien équipée, et un secteur de stérilisation. C'est une antenne en dur avec des conditions de travail qui sont tout à fait acceptables. Alors, la sélection des patients, on les a sélectionnés en deux groupes selon leur statut, les militaires français, qui sont nos militaires, et les populations locales, à majorité ivoirienne, pour lesquelles on va dispenser l'aide médicale à la population. Les circonstances de prise en charge également, on a distingué les blessés de guerre, les urgences traumatiques non de guerre, les urgences non traumatiques qui, vous le verrez, correspondent aux urgences infectieuses, et enfin la chirurgie réglée qui est au cœur de l'aide médicale à la population. Et puis on a étudié différentes variables, les données démographiques, les circonstances donc, de prise en charge, les organes lésés, le type d'intervention chirurgicale réalisée, ainsi que les spécialités concernées. Alors quand on regarde les caractéristiques des patients pris en charge, on voit qu'une majorité, 90% des patients, là je parle des patients et pas des interventions chirurgicales, il s'agissait d'interventions réalisées au profit de la population ivoirienne dans le cadre de l'aide médicale à la population. Une majorité d'hommes, mais des femmes et des enfants, et une majorité de chirurgies réglées et d'urgences non traumatiques qui ont représenté 90% des patients pris en charge. Peu d'urgences traumatiques, les urgences liées aux accidents de travail des personnels travaillant sur les bases, des accidents de la circulation, et finalement, seulement, sur l'ensemble de cette période, seulement 24 blessés de guerre. Quand on regarde l'activité chirurgicale globale, on voit donc 2559 patients opérés pour un total de 2816 interventions chirurgicales qui tient compte bien évidemment des interventions itératives parfois nécessaires. Et elles se sont réparties comme telles, avec 41% d'activité de chirurgie viscérale pure, 23% de chirurgie des parties molles, 19% de chirurgie orthopédique, près de 10% de chirurgie gynécologique, un peu d'urologie, et également quelques activités de vasculaire thoracique et de tête et cou, essentiellement des lésions de la face. Les circonstances de prise en charge, majoritairement, là il s'agit d'activités de nombre de comptes rendus opératoires,
majoritairement 72% de chirurgie réglée, plus les 19% d'urgence non traumatique, on arrive à 90% de cette aide médicale à la population, plus quelques urgences traumatiques de guerre et quelques blessés de guerre. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, il ne s'agit pas là de détailler l'ensemble des interventions chirurgicales qui ont été réalisées, mais de vous montrer quelques spécificités. En ce qui concerne l'activité de chirurgie viscérale, eh bien, on voit que 97%, 97,5% de l'activité qui a été réalisée, elle a été au profit de l'aide médicale à la population, très peu de militaires français pris en charge, avec une majorité de chirurgie réglée et d'urgence non traumatique. Et quand on regarde dans le détail, 75% de parois, essentiellement des hernies, endémiques dans ces régions-là d'Afrique, avec une activité également de chirurgie endocrinienne pour la thyroïde et des urgences infectieuses, non traumatiques, telles qu'on les pratique en France, des appendicites, le grêle, il s'agit essentiellement de perforations typhiques, et puis des urgences un petit peu différentes, et 8 patients colorectum, il s'agissait de tumeurs symptomatiques pour lesquelles on réalisait une exérèse et colostomie pour ces patients. En ce qui concerne l'activité de chirurgie des parties molles, également cette chirurgie des parties molles, alors il y en a un petit peu plus au profit des militaires français, parce que bien sûr elle prend en compte les lésions abcédées qu'on met à plat sur le terrain, et donc on voit quand même une majorité de chirurgie réglée et d'urgence non traumatique au profit des populations. Alors elle se divise en plusieurs types, et le fait intéressant c'est le buruli qui représente presque 30% des lésions des parties molles. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a eu 3 antennes qui ont été autour de la région des lacs. L'ulcère de Buruli est endémique dans ces régions des lacs, donc il s'agissait d'une activité intéressante pour, comme nous le reverrons tout à l'heure, pour les populations, puisqu'avec peu de moyens, excision, parage, greffe de peau mince, on peut apporter des solutions à ces patients qui n'en ont pas sur le terrain. Des abcès des parties molles en tout genre, des tumeurs des parties molles, comme on peut en voir, des volumineux lipomes du tronc, de la face, pour lesquels on rend service aux patients en pratiquant l'exérèse, quelques brûlures et quelques plaies des parties molles. En ce qui concerne l'activité de chirurgie orthopédique, je resterai prudent sur les enjeux de cette chirurgie qui ne relèvent pas de ma compétence chirurgicale. Également de l'aide médicale aux populations en partie, mais quelques urgences traumatiques temps de guerre qui correspondent à la traumatologie, essentiellement traumatologie routière, et un peu de chirurgie réglée qui s'adressait aux blessés présentant des séquelles, notamment les pseudarthroses, et on dira un mot tout à l'heure, toute la difficulté de la prise en charge de ces pseudarthroses à partir du moment où elles sont infectées. Et donc là, juste un diagramme pour vous présenter l'ensemble quand on peut balayer l'ensemble du membre supérieur et du membre inférieur, on voit que pour moitié du membre inférieur, pour moitié du membre supérieur, ça ne tient pas compte des pathologies, mais vous voyez que le panel des organes, enfin des segments de membres qui ont été pris en charge est très important. En ce qui concerne les résultats de l'activité gynécologique, bien entendu que des femmes, et essentiellement de l'aide médicale aux populations, avec de la chirurgie réglée et des urgences infectieuses, vous voyez essentiellement des hystérectomies, conservatrices ou non des annexes, pour des femmes plus ou moins jeunes, ayant des hémorragies très importantes. Il n'est pas rare de voir arriver en Afrique des femmes qui saignent depuis quelques mois ou quelques années avec des chiffres d'hémoglobine qui peuvent être aux alentours de 5 ou 6, et des femmes qui assurent quand même le maintien de leur famille avec une hémoglobine aussi basse. Quelques lésions kystiques des ovaires, quelques lésions du sein, il s'agit essentiellement de tumeurs abcédées qu'on traite finalement comme des abcès, puisque comme je vous le redirai tout à l'heure, la prise en charge des cancers dans cette situation, on ne doit pas la réaliser et on ne la réalise pas. L'activité de chirurgie urologique, notre confrère le docteur des femmes en parlera tout à l'heure sur un autre théâtre d'opération extérieure qui est le Tchad, pour vous dire qu'elle n'est pas négligeable et qu'elle s'intègre très bien dans le cadre de l'aide médicale aux populations, puisqu'on peut proposer la cure des hydrocèles, qui sont parfois très invalidantes pour les patients, la prise en charge de pathologies du testicule, du cordon, du scrotum, tout ça faisant qu'elle s'intègre vraiment très bien dans le cadre de l'aide médicale aux populations. Et enfin, de façon un petit peu plus anecdotique, des tumeurs de la face, des parties molles, des plaies des parties molles de la face. On n'a pas les moyens de prendre en charge des fractures compliquées de la face. Quelques blocs de thoracique, de décortication, de drainage thoracique, de plaies par arme blanche et quelques réparations vasculaires anecdotiques sur l'ensemble de ces disques. Donc, au vu de ces résultats, moi je voulais attirer votre attention sur le fait que, à
Actuellement, la présence française en Côte d'Ivoire et la force licorne est très bien perçue. On est vraiment populaire là-bas. On délivre des soins de bonne qualité à une population souvent indigente qui n'a pas les moyens. Donc on est très bien perçu, mais ça n'a pas été toujours le cas. Comme vous l'avez vu, il y a eu des exactions contre la France qui ont été menées pendant de nombreuses années. L'aide médicale à la population est vécue finalement comme une acceptation des forces françaises. On est complètement fondu dans le paysage, notamment à Abidjan, et on fait partie quelque part un petit peu de la carte sanitaire avec nos moyens à nous. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire donc semble sortir un petit peu de ce marasme depuis l'élection de Ouattara, et de nombreuses structures se sont développées, notamment des dispensaires. Les nouveaux médecins formés souvent en Europe essayent un petit peu de tordre le cou aux médecines traditionnelles, ils n'y arrivent pas, mais des dispensaires avec du matériel se mettent en place. Également, les centres hospitaliers, qui sont souvent des centres universitaires, se développent à côté de structures privées qui sont très chères et qui sont la plupart du temps inaccessibles pour la population. Le prix d'une plaque pour réparer une hernie dans les cliniques d'Abidjan notamment, dépasse le prix du salaire mensuel d'un ouvrier. Donc c'est pas possible. Donc nous, on offre une alternative intéressante à ces gens. Les antennes chirurgicales, donc telles que je vous les ai présentées, finalement, elles ont, quand on regarde les chiffres, très largement contribué à cette aide médicale à la population, avec plus de 90% des patients pris en charge qui étaient ivoiriens, et pour la chirurgie réglée, faite à froid, les 3/4 étaient au profit des Ivoiriens. Les chiffres sont intéressants puisqu'à contrario du conflit afghan, dans lequel on était engagé finalement sur la même période, les blessés de guerre et les urgences traumatiques non de guerre, en Côte d'Ivoire, elles ont représenté pas grand-chose, moins de 10%. Alors qu'en Afghanistan, sur la même période, eh bien, elles ont représenté presque 60%. Donc un théâtre d'opération complètement différent, finalement pour lequel il faut qu'on soit formé quand on y va, puisqu'on n'y trouvera pas les mêmes choses que la mission qu'on fera 6 mois plus tard sur le territoire afghan. Cette mission d'aide médicale à la population est une des missions secondaires des antennes chirurgicales et du service de santé, mais on s'en est bien acquitté avec 91,1% des interventions au profit des Ivoiriens. Essentiellement, comme je vous l'ai dit, pour des urgences non traumatiques qui sont les urgences infectieuses, et là on va voir le bénéfice est indéniable, et avec de nombreuses pathologies en chirurgie réglée où il faut quand même un petit peu réfléchir avant de proposer une prise en charge chirurgicale. L'ANP, finalement, elle pose des problèmes pour les chirurgiens que nous sommes, jeunes chirurgiens, qui allons sur ces territoires d'opération extérieure, sur d'abord l'indication, qui opérer. Parce qu'une consultation, on peut remplir 3 mois d'activité chirurgicale en 2 journées de consultation, les patients affluent. Quelle va être la stratégie chirurgicale à employer? Il faut qu'elle soit bonne, raisonnée, il faut que ce soit une chirurgie idéalement en one-shot, qu'on soit une chirurgie d'une journée, chirurgie ambulatoire, soit une chirurgie qui rend vraiment service au patient et qui finalement va tenir compte des capacités techniques de l'équipe chirurgicale, des compétences des chirurgiens qui y vont et des moyens dont on dispose sur l'antenne chirurgicale. Alors les urgences infectieuses, ce sont les mêmes urgences infectieuses qu'on va rencontrer chez nous, pour lesquelles on est formé, pour lesquelles il faut peu de matériel, l'appendicite, l'infection des trompes, la salpingite, des choses comme ça, où finalement il y a besoin de peu de matériel, les infections des parties molles, la mise à plat anal-rectal. En ce qui concerne la chirurgie réglée, il faut vraiment s'astreindre à ce que le bénéfice soit attendu et réel pour le patient. Alors la réflexion est vaste, mais doit être quand même ciblée. Il faut que ce soit une chirurgie rapide, utile, dont les suites simples puissent être prévisibles. Alors là, je vous ai montré des hernies un petit peu historiques, mais c'est ce qu'on rencontre en Afrique. Il n'y a pas que ça, il y a des hernies beaucoup moins volumineuses. La pathologie hernière se prête bien, puisqu'on peut proposer sans plastie, sans plaque, une réparation, selon les procédés de nos anciens, de Schultheiss ou de Bassini, sous anesthésie loco-régionale, une herniegraphie simple, avec une possibilité d'ambulatoire ou de très court séjour, et des soins de pansement qui vont être limités. La pathologie thyroïdienne également se prête bien dans ces régions où les goitres sont parfois endémiques, avec ceci près qu'il faut penser à réaliser des thyroïdectomies subtotales, soit avec un pôle supérieur conservé, soit avec un mur postérieur, puisque le lévothyrox est très peu cher dans cette région d'Afrique, mais qu'à la faveur de la résurgence d'un conflit, les gens peuvent ne plus s'approvisionner et on peut assister à des véritables drames. Les tumeurs digestives symptomatiques, je vous ai mis dans le cadre
de la mesure d'une exérèse complète et d'une tumeur qui sera symptomatique, mais sans idée carcinologique. Les hydrocèles, avec ici une technique, je vous montre une technique de résection de la vaginale. La technique de l'applicature peut être également employée. Les lésions gynécologiques là, chez la femme, vous voyez, je prends l'exemple de cette jeune dame qui était répudiée dans son village puisqu'enceinte depuis 2 ans et qui en fait avait un volumineux kyste dont on a pu faire l'exérèse en une petite heure au prix d'une laparotomie médicale. Les autres intérêts de cette chirurgie, parlons de la chirurgie orthopédique, avec ici, vous voyez, une décortication d'une ostéomyélite et ici un traitement qui avait été entrepris d'une pseudarthrose septique avec la fixation, l'exofixation et ici la levée d'un lambeau. La chirurgie, la prise en charge d'une pseudarthrose septique qui comporte une séquence qui peut être très longue, 12, 16, 18 mois, qui nécessite de l'antibiothérapie et du matériel, est à discuter dans ce genre de structure où on doit avoir une continuité de la part du chirurgien orthopédiste et où on doit avoir un petit peu de matériel. Et enfin, je vous montre l'exemple de chirurgie des parties molles avec ici une volumineuse lésion qui s'avère être un lipome du cursus claviculaire et ici des lésions de Buruli avec qu'on voit à tous les stades, qu'on voit au stade initial où là on va pouvoir proposer une excision, des pansements antiseptiques puis une greffe de peau et qu'on peut voir également au stade de séquelles. Donc, comme je vous le disais, cette chirurgie d'aide médicale à la population, une chirurgie utile, rapide, avec des suites simples prévisibles. Ce qu'il faut éviter, c'est plutôt l'ensemble de la chirurgie oncologique, qu'elle soit digestive, osseuse ou gynécologique, sous réserve de proposer aux patients parfois une chirurgie de propreté. La chirurgie du vieillard est également à éviter puisque on ne dispose pas de moyens d'évaluation des patients, notamment même sur le plan cardiovasculaire, et donc une chirurgie qui sera simple chez un patient plus jeune peut être compliquée dans les suites chez des patients plus âgés. Et enfin, la chirurgie des grands brûlés, vous avez vu tout à l'heure dans la partie molle qu'il y a quelques brûlures qui ont été prises en charge, des petites surfaces, des petites étendues. La chirurgie des grands brûlés, on connaît, ça prend beaucoup de temps au bloc opératoire, beaucoup de moyens, et on ne dispose pas suffisamment de temps et de moyens pour prendre en charge ces patients. En conclusion, la difficulté de la réalisation de cette aide médicale à la population vient d'indication opératoire, à mon sens, qui doit vraiment toujours poser le problème du bénéfice attendu pour le patient. Sa réalisation technique est également un problème, puisqu'il faut poser le geste adéquat pour la pathologie concernée. Il faut donc connaître les pathologies spécifiques quand on va sur un théâtre d'opération extérieur. Et c'est pour ça que nous, chirurgiens militaires, orthopédistes viscéraux, urologiques et thoraciques, mou versus dur, on doit, lors de notre formation, acquérir des compétences qui vont être des compétences de chirurgien généraliste et qui vont aller, si vous voulez, un petit peu à l'opposé des compétences qu'on nous demande ici dans les HIA hyper spécialisés, de chirurgiens hyper spécialisés. À l'inverse, on doit avoir des compétences de chirurgien généraliste, qui est un peu notre spécificité, qui vont dépasser notre domaine de compétences. Et on doit aussi également réfléchir un petit peu, pas opérer tous les patients qui se présentent à la consultation, parce que de nombreux patients se présentent, sélectionner les bonnes indications pour donner vraiment un bénéfice réel aux patients. Pour ce faire, nous avons depuis 2007 le cours avancé de chirurgie en mission extérieure qui nous dispense en 5e et 6e année un enseignement spécifique sur plein de modules de chirurgie de guerre, mais un module particulier dédié aux soins aux populations où on nous apporte les éléments de réflexion éthique sur la prise en charge de ces patients et également des éléments de réflexion technique sur la prise en charge de ces patients. Que faire devant une perforation typhique? Que faire devant un goître? Que faire devant une hernie? Qui nous permettent de réfléchir un petit peu et de nous en inspirer quand on est sur les théâtres d'opération extérieure, de l'enseignement et l'expérience de nos anciens pour faire au mieux cette aide médicale à la population. Et je terminerai en vous disant que finalement, cette aide médicale à la population, elle ne s'improvise pas, elle doit être anticipée et préparée avec soin si on veut avoir de bons résultats pour les patients qu'on va prendre en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette mise au point sur l'aide médicale à la population à partir de notre activité en Côte d'Ivoire. Alors, comme vous avez pu le voir, nous n'utilisons pas le terme d'aide humanitaire, de chirurgie humanitaire, mais aide médicale à la population. Et la chirurgie est un des éléments de cette aide médicale à la population qui est faite aussi par les médecins d'unité au niveau des postes médicaux. Je sais qu'il y a une section de la chirurgie humanitaire avec la chirurgie, je pense qu'on aura ce problème, mais pour des raisons de doctrine en particulier, le terme officiel c'est aide médicale à la population. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais vous féliciter pour la qualité de votre exposé, je suis par là.
La qualité de votre exposé, à la fois sur le plan didactique, sur le plan de la qualité de vos images. Et la question que je vais vous poser, c'est dans les équipes qui interviennent dans le médico-chirurgical, est-ce que ce sont des équipes purement françaises ou est-ce que vous associez des médecins, des chirurgiens du pays? Alors là, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est uniquement une équipe française avec un chirurgien orthopédique, un chirurgien viscéraliste, un anesthésiste et puis une équipe de paramédicaux. On a quelques contacts avec les structures civiles, notamment sur le plan de Abidjan, la Côte d'Ivoire. Il y a des structures civiles, une clinique notamment qui dispose d'un plateau technique qu'on a rencontré si on avait besoin pour nos militaires français de réaliser un scanner, où ils ont de la neurochirurgie, la chirurgie thoracique, etc. Mais on ne collabore pas, on ne travaille pas avec eux. Directement, c'est pas du tout une coalition faite avec eux. Il n'y a également pas de mentoring. On va dans leur dispensaire consulter, les aider sur la prise en charge de décisions, mais il n'y a pas vraiment de fusion et de travail en collaboration avec eux. Une pression, il y a certains théâtres où ça se fait en Afghanistan. Au Tchad, il y a des collaborations avec les chirurgiens du pays, si vous parlez. Souvent une bonne chose, mais c'est pas toujours possible pour des raisons politiques. Monsieur Dubois. François Dubois. Il faut bien sûr vous féliciter et insister sur l'utilité de ce que vous faites. Alors, je voulais vous poser plusieurs questions. J'ai été étonné du peu de ces guerres, parce qu'on a eu l'impression, au moment où il y a eu les affrontements, au moment des changements de président, etc., en Côte d'Ivoire, qu'il y avait eu beaucoup de décès entre les différentes fractions de la population. Or, vous avez très peu de blessés de guerre. Comme disait mon voisin, on n'a pas vu beaucoup, vous n'avez pas beaucoup eu de blessés à coups de machette, quelque chose comme ça. On avait l'impression qu'il y avait eu des vrais massacres, et il ne semble pas. Le deuxième, je voulais vous demander, vous ne faites pas du tout de chirurgie vidéo-endoscopique. Et la troisième, est-ce que vous, en particulier pour les militaires, est-ce que vous avez eu à faire souvent des évacuations sur des hôpitaux plus importants ou la métropole? Alors, à la première question, les 24, je crois de mémoire, blessés de guerre sont des blessés de guerre uniquement français, puisque la période était très conflictuelle au départ, et les blessés de guerre et par machette locaux ne nous étaient pas adressés. Donc on ne les avait pas, c'est uniquement les blessés de guerre français. La célioscopie, la vidéoscopie, on n'a pas le matériel, c'est pas dans les rôles de OTAN. Demandez au général, Voilà. vous les fournir. On ne les a pas dans les rôles de OTAN. Il était question de développer ça au rôle 3 OTAN de l'hôpital de Kaboul, et puis ce rôle 3 va fermer, donc on n'aura pas. Dans le rôle 2, c'est pas prévu par l'OTAN d'avoir ça. Et enfin, la dernière question était... Est-ce que vous avez été amené à évacuer des militaires sur des grands hôpitaux ou sur la métropole? On évacue systématiquement, c'est les évacuations stratégiques vers la métropole, vers les hôpitaux parisiens. Tous les blessés de guerre français, on ne les évacue pas vers les hôpitaux locaux, sont évacués directement. Après une prise en charge chirurgicale ou médicale d'ailleurs initiale, ils sont évacués vers la métropole, systématiquement. Oui, j'ai noté que parmi les co-auteurs de ta présentation, il y avait un urologue. 4 urologues se sont succédés dans cette mission. Bon, bien sûr, un petit peu différent. Je dirais, il n'y a pas de variante de l'orthopédiste. En revanche, pour le viscéraliste, effectivement, maintenant, ça peut être ou un urologue, comme tu l'as souligné, ou un chirurgien thoracique, ou un vasculaire, ou un urologue. Est-ce que tu as noté sur l'évolution dans le temps des variantes sur cette AMP en fonction de la spécialité faite de cette ultra-spécialisation qu'on a maintenant? Tout à fait, puisque le mode de recrutement finalement des patients se fait soit sur l'antenne chirurgicale dans le camp, et les patients sont donc autorisés à rentrer, il y a un filtre, et on est aidé là dernièrement par des conseillers de la mairie qui prennent contact quand on arrive, et en fonction de la spécialité, on leur présente nos topics et nos domaines de compétences et nous orientent la consultation. Le mandat où il y a un neurologue, il y a un petit peu plus de calculs vésicaux, un petit peu plus d'hydrocèle.
les quelques interventions sur le thorax réglées, en fait, c'était parce qu'il y avait un chirurgien thoracique. Mais en règle générale, il y a une espèce de, on va dire, de fonds de commerce, de pathologie de paroi et de pathologie générale que tous les chirurgiens militaires, urologues, vasculaires, thoraciques et viscéraux sont à même de réaliser puisque formés pour ça. Merci beaucoup.